Bonjour à toutes et tous. Je suis très contente d'être ici à Saint-Étienne pour vous parler d'alimentation néandertalienne. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. Et donc, aujourd'hui, je veux vous parler un petit peu de ce qu'on sait de l'alimentation de cette espèce, des débats qu'il y a autour de cette alimentation, et puis pourquoi c'est intéressant finalement d'aller regarder ce qu'on mange dans le passé, ce qu'on mangeait. Alors, pour vous donner un aperçu de l'intérêt qu'a la connaissance de l'alimentation dans le passé, eh bien, je vous invite à vous interroger sur ce que vous avez mangé ce matin au petit déjeuner, parce que le contenu de vos assiettes peut dire beaucoup sur vous. Ça peut nous indiquer un peu de quelle culture vous êtes originaire. Par exemple, en France, souvent, on mange des aliments sucrés le matin, et ce n'est pas le cas partout, dans tous les pays sur la planète, c'est même plutôt rare. Peut-être que vous avez évité de manger du sucre pour des raisons de santé, et là on peut voir que l'alimentation peut être mise en lien avec les conditions de santé. Et puis, en fonction des aliments que vous avez choisis, par exemple, si vous avez consommé local et des fruits de saison, eh bien, ça peut nous donner un aperçu de votre environnement, des plantes qui poussent localement et du climat de la région d'où vous venez. Et enfin, si vous avez choisi de consommer des alimentations coûteuses, par exemple du caviar, eh bien, ça nous donne une idée de votre milieu socio-économique. Donc on voit juste avec le contenu de cette assiette, ça nous donne des informations sur la culture, sur l'environnement local, sur votre milieu socio-économique et puis sur les conditions de santé. Mais on peut aller encore plus loin, puisqu'il existe différentes hypothèses en archéologie, en anthropologie, qui font le lien entre alimentation et évolution humaine. Et l'une des hypothèses les plus connues dans ce domaine s'appelle l'Expensive Tissue Hypothesis. Donc ça peut se traduire par l'hypothèse du tissu coûteux. Et en fait, cette hypothèse, elle met en lien l'apparition d'hominines, donc des représentants de l'évolution de l'homme, de la lignée humaine, qui vont avoir des cerveaux de plus en plus volumineux. C'est le cas notamment des hommes et des femmes de Néandertal qui avaient des cerveaux encore plus volumineux que les nôtres. Et le cerveau, c'est un organe qui est très coûteux en énergie. Et donc, pour se permettre d'avoir des organes aussi gourmands, eh bien, il a fallu faire des économies d'énergie quelque part. Et il se trouve que la digestion de viande est moins coûteuse en énergie que n'est celle des plantes. Donc, il a été émis l'hypothèse qu'on avait à l'origine dans la lignée de l'homme des australopithèques, des paranthropes, qui consommaient surtout des alimentations similaires à ce qu'ont les chimpanzés, par exemple, ont beaucoup de fruits. Et puis, petit à petit, on a une alimentation de plus en plus carnée, ce qui a permis le développement de ces organes gourmands en énergie. Un autre exemple de lien entre alimentation et évolution humaine, c'est une hypothèse d'un chercheur qui s'appelle Curtis Marian, qui est dans une publication qui n'est pas si vieille, qui a 10 ans. Et donc, cette hypothèse, c'est que la consommation de ressources aquatiques, donc du poisson, des mollusques ou des phoques, eh bien, ce serait le propre de l'homme, le propre des humains modernes de notre espèce. Alors, ce ne serait pas forcément d'autres espèces, d'hominines ont pu consommer du poisson, mais l'idée là, c'est que seule notre espèce, les humains modernes, l'ont fait de façon fréquente et que ça aurait pu être un avantage. Alors, pourquoi un avantage ? En fait, les ressources aquatiques, elles vont être riches dans certains oméga 3 qui sont très importants très utiles en tout cas pour le développement du cerveau dans la petite enfance ou voire in utero. Et donc, encore une fois, avoir accès à ces ressources, eh bien, ça peut avoir un intérêt majeur pour des organes aussi gourmands que des cerveaux volumineux. Et puis, d'autre part, c'est une ressource qui est un peu un gage d'adaptabilité. C'est-à-dire que, quel que soit là où on est sur Terre, eh bien, quel que soit le climat, on va pouvoir pêcher en général. Donc, qu'il fasse froid, qu'il fasse chaud, que le climat change, souvent, on a toujours accès à des ressources aquatiques. Et puis enfin, on a des exemples de sociétés chasseuses-cueilleuses ou pêcheuses-cueilleuses, et on se rend compte que les sociétés qui vont exploiter les ressources aquatiques, donc qui vont pêcher par exemple,
eh bien, elles vont être moins mobiles, plus sédentaires. Et souvent, c'est associé à des sociétés plus hiérarchisées, avec des technologies un peu plus différenciées. Et donc, ça peut être en lien avec des évolutions culturelles également. Alors, au cours de la lignée de l'homme, eh bien, on a eu, au cours du Paléolithique, qui est la période qui va commencer avec l'apparition des premiers outils, avec des australopithèques, et qui se termine avec le dernier épisode glaciaire, donc il y a environ 12 000 ans. Eh bien, au cours de cette période, on a eu plein d'espèces sur la planète. Ici, vous n'en avez qu'un aperçu. Ce sont des reconstitutions qui ont été faites par Elizabeth Dane. Et aujourd'hui, depuis ces reconstitutions, ont été découvertes beaucoup d'autres espèces un peu plus récentes. Vous avez peut-être entendu parler de l'homme de Flores, de l'homme de Luçon ou encore des Denisoviens. Et donc, il existait toute une multitude d'espèces, et notamment il y a environ 50 000 ans, c'est-à-dire il n'y a pas si longtemps que ça, à l'échelle de l'histoire de l'homme. Et pourtant, on est la seule espèce encore du genre Homo à exister sur Terre. Donc, on se pose parfois des questions, pourquoi nous, pourquoi pas les autres? Et est-ce que ça peut avoir un lien avec l'adaptabilité de notre espèce à différents environnements? Et donc, on se pose toujours la question du lien avec l'alimentation. Et donc, c'est ce dont je souhaite vous parler aujourd'hui, en regardant, en fait, dans toutes ces espèces, celle pour laquelle on a le plus de données sur l'alimentation. Et ça, ce sont les Néandertaliens et les Néandertaliennes. Donc, c'est ce dont on va parler dans cette présentation. Alors, sur cette diapositive, vous voyez où on pouvait trouver des Néandertaliens et des Néandertaliennes sur Terre il y a environ 45 000 ans. Vous voyez que c'est presque... mais on en a ici un peu au Moyen-Orient et dans l'Altaï, par exemple. Donc, c'est il y a 45 000 ans. Non, c'est un peu discuté aujourd'hui. En tout cas, il y a 55 000 ans. En Europe, les hommes et les femmes de Néandertal. Et puis, va arriver... oui, pardon. Je vous ai mis une petite diapositive du paysage que devait avoir... Bon, peut-être pas Saint-Étienne, puisque j'ai compris qu'il y avait un peu plus de collines, mais que devaient avoir un peu les territoires en Europe et en France notamment, il y a à cette époque. Donc, c'est-à-dire qu'on était dans des milieux un petit peu de steppes, avec parfois des forêts boréales, et des steppes, ce qu'on appelle des steppes à mammouths. Donc, on avait une faune qui n'existe plus aujourd'hui. Mais pour vous donner une petite idée de l'environnement qu'on devait avoir, ça représente un peu les environnements qu'on trouve aujourd'hui en Yakoutie, donc près de la Sibérie. Et donc, il y a justement environ 45 000 ans, arrive en Europe une autre espèce, et ce sont les humains modernes qui vont arriver selon les chemins là, que vous voyez avec les petites flèches. Et au fur et à mesure que ces espèces arrivent, eh bien, on trouve de moins en moins de Néandertaliens et de Néandertaliennes. On en trouve encore un peu aux mêmes périodes qu'arrivent les humains modernes, très rarement ensemble, voire pas du tout. Et on voit les Néandertaliens se réfugier sur la péninsule ibérique. Enfin, se réfugier. Je donne déjà une interprétation, on n'en est pas du tout sûr. Mais pourtant, ce sont deux espèces qui vont se rencontrer, même si on a l'impression que l'une chasse l'autre, puisque Néandertal disparaît il y a environ 35 000 ans. Mais pourtant, donc, ces deux espèces se rencontrent, puisqu'on a des exemples, des analyses génétiques qui ont montré des individus qui étaient issus de la reproduction de Néandertal et d'Homo sapiens. Donc, ce sont des espèces qui se rencontrent. Et un autre élément qui nous permet de voir que potentiellement ils se sont rencontrés et ils se sont influencés, eh bien, ce sont les outils ou les parures que ces individus ont pu réaliser. En effet, on donne un peu aux objets que produisait Homo sapiens ou Néandertal le nom d'industrie politique, qui sont des éléments culturels. Et donc, ils ont une certaine façon de produire des objets. Et donc, les humains modernes, on parle d'Aurignaciens pour cette culture qui est associée à la production de ces objets.
Et donc ça, c'est très caractéristique. Les Homo sapiens produisent des objets qui ont souvent un peu la même tête. Et les Néandertaliens et les Néandertaliennes ont une culture qu'on dit moustérienne. Ils vont faire ça pendant très très longtemps. Et soudainement, il y a environ 45 000 ans, ils changent et ils produisent des choses, qu'on appelle le châtel péronien, qui ressemblent à l'Aurignacia. À tel point qu'au début, on se disait, c'est bizarre, ça ne doit pas être Néandertal qui fait ça, sans doute c'est des humains. Donc il existait un petit débat autour de ça. Mais assez récemment, on a analysé un os, un petit bout d'os qui avait été retrouvé dans des mêmes niveaux que ces éléments que vous voyez ici. Et grâce à une nouvelle technique, en fait, on peut aujourd'hui, à partir de tout petits débris d'os qu'on ne pouvait pas identifier dans le passé, souvent quand on a des restes d'os sur un site, on va avoir des archéozoologues qui vont dire « bon, ça c'est du cheval, ça c'est de l'humain, ça c'est du carnivore ». Et là, on avait des fragments. Et il y a une nouvelle technique qui permet de les scanner et qui permet de dire « ah, ça c'est des protéines qui appartiennent à un représentant du genre Homo », donc soit Homo sapiens, soit Néandertal. Et après, ça a été fait à l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive de Leipzig. Et donc, les individus qui ont trouvé un petit fragment d'os, ça c'est du genre Homo. Ils sont allés à l'étage supérieur, ils ont demandé aux spécialistes de l'ADN de l'analyser et il se trouvait que c'était un petit bébé Néandertal. Et donc là, on a dit, OK, cette technologie, elle a été faite par des Néandertaliens, des Néandertaliennes qui probablement ont été influencés par les Homo sapiens. Là encore, il existait un petit peu de discussion autour de ça, mais aujourd'hui, on a des preuves que Homo sapiens était présent à cette époque en Europe. Et donc, en plus, on a des preuves de la reproduction de ces deux espèces, donc c'était probablement le cas. Alors, pendant longtemps, on a pensé justement que Néandertal n'était pas capable de produire des éléments symboliques, culturels. Là, vous avez vu des petits éléments de parure, par exemple, qui sont déjà de l'ordre du symbolique. Et on pensait aussi que un peu le propre de notre espèce, c'était de réaliser de l'art, des peintures. Et en fait, assez récemment, il y a cette petite peinture qui a été datée, assez récemment, c'est 2018, par Dirk Hoffman et collaborateurs. Et il se trouve que, je ne me rappelle plus exactement de l'âge, pour être honnête, mais en tout cas, c'était un âge qui correspondait à l'absence d'Homo sapiens en Europe. Et donc, forcément, ça avait été fait par Néandertal. Et donc, on se rend compte que, finalement, on pensait au début qu'on avait deux espèces très différentes dans leur façon de voir le monde, dans leurs pratiques culturelles, mais on a beaucoup de choses qui se ressemblent. Et un autre élément qui montre un peu, un peu la culture néandertalienne, même si on ne la comprend pas toujours, c'est cette espèce de structure à Bruniquel. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais dans une grotte, on voit cet amas de stalactites et de stalagmites qui a pu être daté et qui est fait de façon intentionnelle par, je crois qu'elle a environ 100 000 ans, donc forcément pas de l'Homo sapiens et très probablement des Néandertaliens, des Néandertaliennes. Et donc, on n'a aucune explication pour cette structure. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais il est possible potentiellement que c'est une dimension symbolique. Alors ça nous dit que finalement, notre regard sur l'espèce néandertalienne, elle a beaucoup changé. Il y a très longtemps, au début, quand on a découvert ces humains, on pensait à des espèces de brutes épaisses, comme vous pouvez le voir sur cette illustration. Et là, je vous ai mis, par exemple, une reconstitution qui a été faite dans le cadre d'une exposition à Paris il y a quelques années et qui montre qu'aujourd'hui, on a cette vision que potentiellement, cette espèce était très similaire à la nôtre, à tel point qu'on aurait du mal à la différencier aujourd'hui dans une foule si on la rencontrait. Et donc, on se pose toujours vraiment ces questions de à quel point on était similaires, différents, et ça peut être en lien notamment avec l'alimentation. Je vous disais, est-ce que finalement Homo sapiens avait une façon de s'adapter, d'exploiter les ressources de son environnement différente de celle des Néandertaliens et des Néandertaliennes? Ça, on peut aller le regarder en s'intéressant à l'alimentation, qui est aussi influencée, on le disait tout à l'heure, non seulement par l'environnement,
mais aussi par la culture. Donc, pour le statut social sur des périodes aussi anciennes, on peut pas le regarder. Mais voilà, donc c'est ce qu'on va regarder, que mangeaient finalement ces espèces dans le passé, et en particulier Néandertal. Alors pour ça, nous faut déjà trouver comment on va pouvoir répondre à cette question. Donc comment on peut connaître l'alimentation dans le passé? On parlait d'art tout à l'heure. Bon là, les ressources pour Néandertal sont extrêmement limitées parce que ça se limite à la peinture que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc on va pas pouvoir l'exploiter. Par contre, ce qui a beaucoup été fait, c'est l'archéozoologie. Donc je vous le disais tout à l'heure, quand on a des fouilles et quand on trouve des individus de Néandertal, eh bien, on va analyser également les ossements qui sont retrouvés dans les mêmes couches sédimentaires. Et certaines d'entre elles peuvent notamment présenter des traces de découpe qui montrent que les espèces ont été dépecées et avec des traces qui témoignent de la consommation de ces restes. Et on peut ainsi voir quelles espèces étaient consommées. Donc on trouve souvent par exemple du cerf, du renne, ou encore du cheval. On peut également regarder le tartre dentaire. Donc le tartre que vous avez sur vos dents, enfin peut-être, en fait, il renferme beaucoup d'informations puisqu'il va piéger tous les restes d'aliments. Et donc notamment, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des phytolithes, qui sont un peu comme des mini-pierres dans les plantes. Vous pouvez avoir des traces d'amidon qui nous permettent de voir un peu quelles sont les espèces qui étaient consommées, voir des traces de fibres, et puis aussi également l'ADN de ce que vous avez mangé ou des bactéries qui étaient présentes en bouche. Donc ça, c'est des techniques qui existent, qui ne sont pas beaucoup utilisées, mais qui le sont de plus en plus. Et enfin, on a ce qu'on appelle la micro-usure dentaire. En fait, les aliments qu'on consomme vont laisser des micro-traces à la surface de nos dents. Et ça peut permettre également d'avoir des informations générales sur l'alimentation. Je veux dire enfin, mais en fait, c'est la dernière technique dont je veux vous parler et dont je vais vous parler en détail aujourd'hui. Ce sont les approches isotopiques, puisque c'est la question de recherche qui m'occupe depuis un certain temps. Alors, déjà, il faut qu'on réponde à qu'est-ce que c'est un isotope. Donc, vous êtes peut-être plus familière avec ce tableau périodique des éléments. Et donc, vous savez peut-être que chaque élément est constitué d'atomes. Alors, qu'est-ce que c'est un atome? Eh bien, ça ressemble à peu près à ça, si on le schématise pour mieux le comprendre. Donc, on va avoir un noyau entouré d'électrons. Et ce noyau, il va être constitué de particules neutres et positives, donc les neutrons et les protons. Et en fait, quand on a par exemple un atome de carbone, eh bien cet atome de carbone aura toujours le même nombre de protons dans son noyau. Par contre, le nombre de neutrons peut varier. Et donc, qu'est-ce que ça va changer? Ça va faire que ces atomes, ils vont pas avoir exactement la même masse, le même poids. Et donc, c'est différentes versions d'un atome. Et c'est ce qu'on appelle les isotopes. Vous avez par exemple le carbone 12 et le carbone 13 qui sont deux isotopes de l'élément carbone. Vous avez aussi le carbone 14 qui est beaucoup plus connu. Mais ça, c'est un isotope qui n'est pas stable. Il va se décomposer au cours du temps. Et ce qu'on va regarder aujourd'hui, ce sont des isotopes qui sont stables. Donc leur noyau ne bouge pas. Et la proportion d'isotopes légers et d'isotopes lourds reste la même entre le moment où un individu est décédé et le moment où vous allez analyser cette proportion d'isotopes lourds et légers. Donc voilà, donc vous pouvez faire ça pour le carbone, mais en fait, vous pouvez le faire pour énormément d'éléments chimiques. La plupart des recherches, on va le voir, vont porter sur des éléments, sur le carbone et l'azote, tout simplement parce que c'est des éléments majeurs dans ce qu'on a analysé, donc c'est facile à faire. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des techniques, on peut un peu explorer quasiment toute la classification périodique à partir du moment où on a au moins deux isotopes, parce qu'on va regarder à chaque fois les proportions de lourd et de léger. Alors, dans quoi on va pouvoir faire ces mesures? En fait, lorsque vous avez des restes de néandertaliens ou de néandertaliennes, eh bien, vous allez généralement avoir que de l'os ou de la dent.
Enfin, à ma connaissance, on n'a jamais retrouvé de cheveux et c'est quasi impossible. Donc, il va falloir travailler avec ça. Et en fait, l'os, il est constitué d'une partie minérale, une espèce de caillou, hein, c'est dur, donc qu'on appelle la bioapatite, qui est essentiellement constituée de calcium et de phosphore. Et puis, du collagène, donc qui est la protéine majeure des os, et qui représente environ quand même, sur de l'os frais, environ 30% en masse de l'os. Donc, on peut s'intéresser soit au collagène, soit à la partie minérale. Et la plupart des recherches qui ont été effectuées sur l'alimentation néandertalienne, elles sont allées regarder les protéines qui étaient contenues dans les ossements. Alors, je vous ai mis juste une petite diapositive d'illustration pour voir un peu à quoi ça ressemble de travailler avec ça. En fait, vous allez mettre un petit morceau d'os. Là, on en a pris un gros. Hein. Mais un morceau d'os qu'on va mettre dans de l'acide. Et cet acide, il va enlever toute la partie minérale, donc tout le caillou, pour ne laisser que la protéine. C'est un acide vraiment dilué. Ensuite, on a plusieurs techniques de filtration et de lyophilisation. Et ça nous permet d'obtenir à la fin une espèce d'échantillon qui ressemble à du coton. Et c'est assez volumineux finalement. Et c'est ça qu'on va analyser. Donc, c'est des protéines. Et les protéines, c'est essentiellement constitué... il y a une forte proportion dedans de carbone et d'azote. Et donc, on va pouvoir analyser les isotopes du carbone et les isotopes de l'azote. Donc, sur ce graphique, vous voyez un peu cette valeur-là. Ça indique que si on est de ce côté, on a plus d'isotopes lourds que de ce côté. Et inversement, plus les valeurs sont élevées en azote, plus on a d'isotopes lourds de l'azote. Et on s'est rendu compte qu'en fonction de ce qui était mangé, on n'avait pas les mêmes valeurs pour le carbone et l'azote. Le carbone, ça va nous donner des indications en fait sur l'origine des aliments. En effet, on se rend compte que les aliments d'origine marine vont avoir des valeurs plus élevées que les aliments d'origine terrestre. Je dois mettre entre parenthèses, cela dit que les aliments d'eau douce vont avoir tendance à avoir les mêmes valeurs que les aliments d'origine terrestre. Mais on peut différencier marin et terrestre avec le carbone. Et avec l'azote, ça va nous donner une idée de la position dans la chaîne alimentaire, du niveau trophique. C'est-à-dire que plus les valeurs sont élevées, plus on est élevé dans la chaîne alimentaire. Par exemple, ce loup qui va manger un cerf, eh bien, elle va avoir des valeurs environ 3 ou 4 pour 1000, puisque c'est une espèce d'unité qu'on donne à ces deltas. Donc, il va se situer au-dessus. Et dans les chaînes trophiques aquatiques, dans les chaînes alimentaires aquatiques, on a souvent plus d'étages. Et de fait, on a des valeurs souvent qui sont plus élevées en delta qu'en Z. Donc, en combinant un peu ces deux marqueurs de l'alimentation, on peut avoir une idée de ce que mangeaient les individus dans le passé. Et on l'a fait sur un certain nombre, donc c'est fait à peu près depuis les années 70, la fin des années 70, et pour Néandertal à partir des années 90. Et souvent, ce qu'on trouve, eh bien, c'est que les Néandertaliens et les Néandertaliennes ont des valeurs très similaires à celles des carnivores terrestres, et Homo sapiens, des valeurs beaucoup plus élevées que ces carnivores terrestres. Comment on peut expliquer ça? On pourrait dire Homo sapiens mange Néandertal, mais ce n'est pas l'explication qu'on donne habituellement. On propose une autre explication, qui est que Néandertal consomme un régime alimentaire carnivore. Je vous disais tout à l'heure que les valeurs sont similaires à celles des autres carnivores, et en particulier du mammouth, parce que souvent, les Néandertaliens et les Néandertaliennes ont des valeurs un tout petit peu plus élevées que les autres carnivores, et le mammouth lui-même a des valeurs un peu plus élevées que les autres herbivores, en raison probablement d'un régime alimentaire un peu différent de ceux des autres herbivores. Alors qu'Homo sapiens, pour avoir des valeurs aussi élevées, eh bien, on l'explique par la consommation de poissons d'eau douce, puisque je vous disais tout à l'heure, dans les milieux aquatiques, on a souvent des delta quinzaines, donc ces valeurs pour l'azote, qui sont plus élevées que ça ne l'est dans les chaînes alimentaires terrestres. Donc, on aurait un mangeur de mammouth et un mangeur de poissons. Donc ça, c'est un peu le qui fait consensus, je dirais, depuis
une quinzaine d'années. Mais en fait, c'est un peu débattu tout de même. Donc, sur ce graphique, vous voyez de nouveau l'azote. Donc, je rappelle, plus les valeurs sont élevées, plus on est haut dans la chaîne alimentaire. Et ici, vous avez sur plusieurs sites où on a trouvé soit des Homo sapiens, c'est quand on a des petites croix, ou soit du Néandertal, c'est quand on a des petits carrés. On a aussi des carnivores. Et donc, c'est là que vous voyez que souvent, Néandertal a des valeurs un peu plus élevées que les carnivores, ce que je vous disais tout à l'heure. Et vous voyez également en vert les mammouths. Et donc, les mammouths vont avoir des valeurs un peu comme des carnivores. Donc, ce qui expliquerait que Néandertal, s'il mange ces mammouths, il va avoir des valeurs un peu plus élevées que les carnivores. Donc ça, c'était l'hypothèse qu'on a proposée tout à l'heure. Cela dit, elle est un peu critiquée et d'autres chercheurs ont proposé des hypothèses alternatives. Notamment, il a été remarqué que si on fait fermenter de la viande ou si on la fait pourrir, eh bien, elle va avoir des valeurs, elle aussi, un peu plus élevées en azote. Et donc, Néandertal pourrait être finalement un mangeur ou une mangeuse de viande un peu fermentée ou pourrie. Et il existe une autre étude qui propose la consommation de champignons parce qu'il était très peu étudié et on se rend compte que les valeurs peuvent être aussi un peu élevées comme celles des carnivores. Donc, on a toutes ces hypothèses qui existent pour expliquer ces valeurs un peu plus élevées. Mais on a d'autres points qui font débat. C'est que dans toutes les hypothèses qui existent ici, à part peut-être les champignons, on propose que Néandertal avait un régime alimentaire carnivore. Et en fait, lorsqu'on étudie d'autres techniques, celles que j'ai pu mentionner tout à l'heure, où on va regarder notamment les phytolithes ou l'ADN qu'on trouve dans le tartre dentaire, donc beaucoup d'analyses sur le tartre dentaire ou sur les restes qui sont trouvés sur les sites archéologiques, eh bien, on va pouvoir trouver des éléments qui indiquent la consommation de plantes par cette espèce. Et à tel point que sur le site, par exemple, de El Cidrón, il a même été fait la comparaison entre l'alimentation des Néandertals et l'alimentation végane. Donc, on passe du carnivore, finalement, à un régime alimentaire qui inclut pas ou très peu de ressources animales. Et puis, je vous mettais dans le titre entre vegan et cannibale parce que, en fait, on a également sur les sites que vous voyez représentés sur cette carte, des traces claires de consommation de Néandertal par Néandertal. Donc vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des traces que laissent les outils quand on dépaisse un animal. Eh bien, on trouve les mêmes traces sur ces sites-là, sur des ossements néandertaliens ou néandertaliens. Donc, à tel point qu'il y a eu des articles qui ont proposé que ça n'avait pas dû aider la survie de cette espèce. Mais aujourd'hui, on pense que c'est surtout une pratique un peu de survie lorsque c'est réalisé. Et puis, je vous parlais tout à l'heure du fait que notre espèce, Homo sapiens, ce serait peut-être la seule à avoir consommé du poisson de façon fréquente et que les données que je vous ai présentées avec l'azote et le carbone, elles vont un peu dans ce sens-là. Cela dit, il y a des articles qui recensent un peu tous les sites où on trouve de l'occupation néandertalienne et des restes de poissons d'eau douce. Et vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Donc là encore, l'archéozoologie, donc les traces archéologiques, vont contredire un peu nos données isotopiques. Et enfin, il y a cette hypothèse du mammouth qui faisait pas mal consensus parmi les isotopistes, ceux qui font ces analyses isotopiques. Et en fait, elle est un peu contredite par les observations de nouveau des archéozoologues. C'est-à-dire que cet article va recenser tous les sites sur lesquels on va trouver des restes de mammouth. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre. Mais parmi ceux pour lesquels on a réalisé des analyses isotopiques en carbone et en azote, eh bien, il n'y en a que 3 dans tout le corpus de données qu'on a aujourd'hui pour lesquels on a des traces de mammouth. C'est-à-dire que la plupart du temps, sur les sites pour lesquels on a des données isotopiques, on n'a pas de mammouth. Et donc, les archéozoologues ont tendance à dire « vous ne pouvez pas expliquer ça par la consommation de mammouth alors qu'il n'y a pas de mammouth ». Et parfois, les chercheurs et les chercheuses répondent « bah si, le mammouth c'est gros, on ne peut pas le ramener sur le site, donc il est dépecé ailleurs et on ramène juste la viande ». Donc, il y a un petit peu ce débat qui existe. Peut-être une autre question aussi,
qui est en lien avec tous ces débats autour de est-ce qu'il y a de la consommation de poissons, est-ce qu'il y a de la consommation de mammouth, etc. Elle est limitée par un biais qui est que aujourd'hui, en raison de l'augmentation du niveau marin, eh bien, on a très peu de sites néandertaliens côtiers. Et donc, on ne sait pas si finalement, sur les côtes, ces individus, déjà, est-ce qu'ils étaient là et est-ce qu'ils pêchaient? Et on a quelques évidences sur la péninsule ibérique, des sites donc néandertals en association avec des mollusques ou des ossements de mammifères marins. Donc, on a aussi un biais dans notre connaissance des alimentations néandertaliennes qui est lié au fait qu'on analyse des sites qui sont plutôt dans les terres. Et un autre élément de débat que je voulais évoquer, c'est la dangerosité d'une alimentation purement carnivore. Si vous consommez uniquement de la viande, eh bien, c'est dangereux, notamment pour les reins, puisqu'on a un excès de protéines et donc qui aujourd'hui n'est pas conseillé. Et enfin, pour expliquer ces différences qu'on a entre les valeurs qu'on observe chez les humains modernes et chez Néandertal, il y a une autre hypothèse qui a été avancée. En effet, sur la plupart des ossements qu'on a analysés des humains modernes, ce sont des humains modernes qui sont arrivés en Europe, mais quelques milliers d'années après les périodes pour lesquelles ont vécu les Néandertaliens et les Néandertaliennes qu'on a analysées pour le carbonazate. C'est-à-dire qu'on n'a pas exactement la même chronologie et donc on a des changements climatiques puisqu'à l'époque, on a des variations glaciaires interglaciaires. Et ces variations de l'environnement, elles peuvent impacter la composition isotopique, donc les compositions chimiques des plantes qui étaient mangées par toute la chaîne alimentaire. Et ainsi, c'est ce qu'on discute là, les différences néandertales et Homo sapiens, ça pourrait notamment être lié au climat. Donc, tout ça, ça vous dit un peu, ça vous met tous les éléments de débat autour des alimentations humaines, modernes et néandertaliennes. Est-ce qu'ils mangeaient la même chose? Est-ce qu'il y en a qui mangent du poisson et les autres non? Est-ce qu'on mange du mammouth ou pas? Est-ce qu'on mange de la viande fermentée, etc. Et on a aujourd'hui une nouvelle technique isotopique qui nous permet d'aller un peu creuser toutes ces hypothèses. Et ces analyses se basent sur les acides aminés. Alors les acides aminés, ce sont les petites briques qui constituent les protéines. Et certains acides aminés sont dits essentiels et d'autres non essentiels. Les acides aminés essentiels, c'est ceux qu'on va devoir trouver dans nos aliments. Notre corps ne peut pas les fabriquer. Et les acides aminés non essentiels, eh bien, notre corps peut les fabriquer. Et ça c'est très intéressant parce que finalement, ceux qui sont essentiels, leur composition isotopique, leur proportion d'isotopes lourds et légers ne va pas varier très peu entre l'aliment et ce qu'on va trouver dans notre protéine. C'est comme si le corps, en fait, attrapait cet acide aminé et allait le coller à une protéine. Alors que ça va être quelque chose de différent pour les acides aminés non essentiels où les réactions chimiques, les réactions du corps qui vont permettre de les fabriquer, vont faire varier ces proportions d'isotopes lourds et légers. Et de ce fait, en combinant ces deux informations, on peut vraiment voir qu'est-ce qui, dans la proportion de lourd et léger, vient de l'environnement ou vient d'un passage dans le corps d'un individu, soit un herbivore, soit un carnivore. Et en couplant, en utilisant toutes ces informations, on peut réaliser ce type de graphique où on peut savoir en fonction des valeurs qu'on obtient dans un acide aminé qui s'appelle la phénylalanine et la glutamine, qui est un autre acide aminé, eh bien on peut voir si un individu tombe sur cette droite, eh bien ça veut dire que c'est un herbivore. Et là, vous voyez par exemple des mammouths qui vont avoir des valeurs d'herbivores. Là, vous voyez cette ligne, c'est celle des herbivores, alors qu'ils avaient des compositions isotopiques en azote, comme on parlait tout à l'heure, qui étaient très très élevées comme les carnivores. Là c'est des hyènes, là c'est des mammouths. Donc avant, on pourrait croire que les mammouths étaient carnivores. Maintenant, avec cette nouvelle technique, on arrive bien à avoir quelque chose de logique où finalement les valeurs élevées qu'on observe chez les mammouths, on sait que ça vient des aliments qu'ils mangeaient à l'origine
qui ont des valeurs élevées en phénylalanine. Et on peut faire ça aussi pour les Néandertaliens et les Néandertaliennes. Et sur ce site qui est SPI, qui est une grotte en Belgique, eh bien, on peut voir que l'alimentation était composée d'environ 80% de viande, et donc de viande terrestre. On n'a pas de poisson. Et ça nous permet d'avoir des choses beaucoup plus quantitatives. Alors, on a cet exemple en Belgique. Nous, on a réalisé ça aussi sur la grotte du Renne, avec l'enfant dont on parlait tout à l'heure, où on a vu qu'il était encore allaité. Et sur le site de l'Écoté, on peut voir que on avait un régime alimentaire qui contenait cette fois-ci 100% de viande d'après cette technique. Et puis, je vous parlais tout à l'heure des humains modernes qui avaient des valeurs encore plus élevées pour les delta-quinzaines. Et l'hypothèse qui avait été formulée, c'était que forcément, avec de telles valeurs, ils mangeaient du poisson d'eau douce. Et grâce à cette nouvelle technique, on s'est rendu compte que pas du tout. Ces valeurs de delta-quinzaine très élevées, donc ces proportions d'isotopes lourds et légers d'azote, n'étaient pas dues à la consommation de poissons, mais étaient dues plutôt, probablement, à la consommation de mammouths qui, eux aussi, avaient des valeurs très élevées. Alors, tout ça, ça a un peu révolutionné notre compréhension de ces données, de cette alimentation et des stratégies de subsistance, donc la façon dont on exploite l'environnement chez ces deux espèces. Je vous mets sur ce graphique l'état des connaissances qu'on avait en 2009. Et vous voyez à l'époque les valeurs qu'on avait obtenues pour des Néandertaliens et des Néandertaliennes en bleu, et ici en orange pour Homo sapiens. Et on n'avait quasiment pas de recouvrement des valeurs, ce qui avait permis de donner l'hypothèse d'alimentation différente. Aujourd'hui, vous voyez qu'on a beaucoup plus de valeurs qui vont se recouper. Et notamment, on a découvert des Homo sapiens très anciens qui datent d'il y a environ 45 000 ans. Ça a été publié dans le journal Nature au mois de janvier. Et vous voyez que les delta-quinzaines, ces valeurs-là, sont similaires à celles qu'on trouve chez Néandertal. Et on a des valeurs, je vous le disais, très élevées chez Néandertal aujourd'hui qu'on a découvert. Et c'est justement l'individu pour lequel on a montré qu'on avait 100% de consommation de viande terrestre. Donc toutes ces valeurs qui sont élevées, vous avez le cas aussi ici qui a été analysé, avant on pensait que c'était de la consommation de poisson, aujourd'hui on revient sur ces interprétations. Mais alors comment expliquer un petit peu ces tendances, parce qu'on a quand même tendance à avoir des Homo sapiens qui ont des valeurs plus élevées que ce qu'on a chez Néandertal. Comment expliquer cela? Eh bien, ça c'était pour dire qu'on pensait aujourd'hui que c'était les mêmes alimentations avec de la consommation de grands mammifères et notamment du mammouth. Et donc, comment on explique cette différence? Eh bien, je vous ai replacé un petit peu les points qui étaient analysés en 2009. Donc, on avait cette grosse différence entre Homo sapiens et Néandertal sur cette chronologie. Là, vous voyez des âges qui vont de 0 à 140 000 ans et des variations de température au cours du temps. Vous avez ici des points, des températures qui varient en fonction de là où vous vous situez sur la planète. Et donc là, on se situe à peu près là. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que tous les Néandertals étaient plus vieux que Homo sapiens, ce que je disais tout à l'heure, mais aussi qu'il faisait plus froid quand on a analysé, pour les périodes pour lesquelles on a analysé des Homo sapiens. Et donc finalement, c'est l'hypothèse de l'impact du climat qui explique ces différences qu'on observait. Donc tout ça, ça a vraiment révolutionné notre façon de voir l'alimentation des Néandertaliens et des Néandertaliennes, mais on se limite pour ça, vous avez vu, sur le graphique qui remontait à 140 000 ans, on est plutôt du côté gauche, sur les périodes les plus récentes. Et pourquoi on se limite à ces périodes les plus récentes, alors que Néandertal, vous avez des restes qui peuvent avoir 400 000 ans? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'au-delà de 50 000 ans en Europe et sur des périodes beaucoup plus courtes en dehors de l'Europe, eh bien, on n'a plus de collagène. Et donc, il ne nous reste que la partie minérale. Mais dans le collagène, on disait les isotopes de l'azote. Donc là, on est bien embêté. Comment faire? Eh bien, il se trouve qu'en particulier à Lyon, il y a de nouvelles techniques qui ont été développées
pour aller regarder l'alimentation à partir de cette partie minérale. Notamment, ça a été des travaux qui sont liés à la thèse de Pierre-Jean Daudat sur le calcium. Je vous disais tout à l'heure que cette partie caillou dans l'os, eh bien, c'est composé essentiellement de calcium et de phosphate. Et donc, on peut regarder les isotopes du calcium. On ne peut pas le faire pour phosphore parce qu'il y en a qu'un. Mais pour le calcium, on peut regarder. Et ce que tous les chercheurs et les chercheuses de Lyon se sont rendus compte, puis aussi des chercheurs d'ailleurs, c'est que ces isotopes du calcium, ils témoignaient justement de la consommation d'os, puisque c'est une ressource très très riche en calcium. C'est-à-dire que chez des herbivores, généralement, vous allez avoir des valeurs élevées pour ces isotopes du calcium, alors que chez des carnivores qui vont ingérer un peu d'os en même temps qu'ils mangent leur proie, on va avoir des valeurs beaucoup plus faibles. Alors, ce n'est pas toujours le cas, puisqu'il faut qu'il y ait de l'os qui soit ingéré. Parfois, si l'animal mange vraiment du muscle et n'ingère quasi pas entre herbivore et carnivore. Mais donc, quand on voit des valeurs qui sont faibles, eh bien, ça nous indique qu'on a de la consommation d'os. Et vous voyez que sur ce site de Regourdo, donc qui est proche de Lascaux, on a un individu de Néandertal qui a des valeurs similaires à ce qu'on trouve, j'ai l'impression que c'est un loup. Donc, une alimentation de nouveau qui va dans le sens de la carnivorie. Et là, on peut du coup remonter plus loin dans le... C'est intéressant cette consommation d'os, cette ingestion d'os, parce que je disais tout à l'heure que c'était dangereux d'avoir une alimentation purement carnivore. Mais si vous regardez ce tableau, vous voyez un peu une proportion de consommation de produits animaux chez des populations chasseuses-cueilleuses en fonction de la latitude, de l'endroit sur la planète à laquelle elles vivent. Et vous avez, par exemple, en Alaska, par exemple, on va prendre cet exemple, en Alaska, des populations qui vont manger 99% de produits animaux. Et comment on fait pour survivre avec une telle proportion de produits animaux? Eh bien, il faut manger beaucoup de graisse animale. Donc, la graisse animale, vous pouvez la trouver dans les tissus adipeux, mais aussi la moelle osseuse peut être une ressource extrêmement intéressante. Et quand les archéologues étudient les différents sites, on voit qu'ils ont cassé les ossements pour en extraire la moelle osseuse. Et donc, c'est tout à fait intéressant de voir justement, avec ces isotopes du calcium, une trace potentiellement de l'ingestion d'os. Alors, de mon côté, moi, je travaille sur les isotopes du zinc. Et les isotopes du zinc, on peut les analyser également dans l'émail des dents. Et on peut remonter sur des échelles de temps extrêmement anciennes. Et ce que ça nous donne, les isotopes du zinc, c'est un peu la même chose que ce que nous donnaient les isotopes de l'azote. C'est-à-dire que les isotopes de l'azote, plus les valeurs sont hautes, plus on est haut dans la chaîne alimentaire. Et avec le zinc, c'est l'inverse. Vous voyez ici des herbivores et vous voyez ici des carnivores qui vont avoir des valeurs plus faibles que celles des herbivores. Et là, on a un individu de Néandertal qu'on a analysé à Gabaza, en Espagne, qui a à peu près 100 000 ans. Donc là, on peut remonter plus loin que les 50 000 ans. Et vous voyez qu'on dirait de nouveau un espèce de super carnivore, comme ce qu'on avait pour l'azote. Alors, comment on explique ça pour le zinc? Actuellement, ce qu'on pense, c'est que c'est un individu qui mangeait des animaux, ça c'est sûr, mais pas exactement les mêmes parties de l'animal que les autres carnivores. En effet, dans le corps des herbivores, on a des parties de l'animal qui vont avoir des valeurs très faibles pour les isotopes du zinc, et c'est le cas des muscles ou du foie, alors qu'on a d'autres parties du corps qui vont avoir des valeurs élevées, et c'est notamment le cas du sang. Donc l'hypothèse qu'on avait proposée dans cet article, c'était que finalement, cette espèce, en tout cas sur ce site, ingérait moins de sang que ne le faisaient les autres carnivores. Alors ça, c'est des méthodes qui débutent tout juste. En fait, on les a mis au point sur d'autres, déjà sur des animaux et pour d'autres applications archéologiques, mais pour l'étude des alimentations aussi anciennes que celles du Paléolithique, on n'a que quelques exemples pour lesquels ça a pu être appliqué. Pour Néandertal, pour le zinc, on a seulement un exemple,
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi faire des humains modernes, des Homo sapiens, sur des échelles de temps anciennes. Et ça, on a de plus en plus d'exemples où on le réalise. Et là, on documente une alimentation toujours qui est adaptée à l'environnement, c'est-à-dire dans des endroits qui vont être des forêts équatoriales, on voit des alimentations omnivores, et dans des endroits froids, on voit des alimentations plus carnées. Et pour les isotopes du calcium, il existe de plus en plus d'exemples qui montrent toujours, enfin pas toujours, mais qui montrent souvent cette trace de consommation d'os. Donc j'arrive presque à la fin de cette présentation finalement. Tout ça pour vous dire que toutes ces nouvelles techniques isotopiques, eh bien, partent sur les alimentations néandertaliennes et de nouveau sur les différences qu'on pensait qui existaient entre ces deux espèces. Donc on est passé, il n'y a pas si longtemps, de l'hypothèse d'un mangeur de mammouth et d'un mangeur de poisson d'eau douce à l'hypothèse de finalement deux stratégies de subsistance, donc deux façons de se nourrir qui vont se ressembler et qui vont finalement être très adaptées à l'environnement qu'il y avait à l'époque. Puisque dans l'Europe du Pléistocène, dans l'Europe de cette époque, je le rappelle, on avait des steppes à mammouth, eh bien, on a des consommateurs et des consommatrices de mammouth. Et il y a fort à parier que si Néandertal était dans un autre environnement, il se serait adapté de la même manière qu'Homo sapiens. Est-ce que c'est vrai? Ça, on n'a pas encore assez de données pour y répondre. Donc ça peut être basé sur la croyance. Et pour finir là-dessus, je vous parlais tout à l'heure du manque de sites qu'on avait sur la côte. Eh bien, je vous mets, par exemple, sur cette période de temps, la marque de ligne de côte qu'on avait à l'époque. Et vous voyez qu'on va beaucoup plus loin que ce qu'on a aujourd'hui. Et donc, que toutes ces parties ici, peut-être qui sont aujourd'hui submergées, contenaient peut-être des sites avec des néandertaliens et des néandertaliennes et des traces de consommation de poissons à foison. Mais on n'a plus accès à ces sites-là, en tout cas avec les techniques qu'on a actuellement, si ces restes n'ont pas disparu. Donc, on a peut-être encore beaucoup de choses à comprendre sur cette espèce. En tout cas, il existe des sites, quand même, où aujourd'hui on peut retrouver ces restes, et ce sont ceux dont je vous parlais tout à l'heure, et j'espère que dans le futur, on pourra avoir des données qui nous permettent de quantifier un peu ces proportions de poissons dans l'alimentation de ces individus. Donc, je vais vous laisser là-dessus, en vous montrant en fait les images des individus qui ont pu participer à un certain nombre de recherches pour les données que je vous ai présentées. Et donc, puisque c'est toujours un travail collaboratif, prend énormément de temps pour produire ces petites données. Et c'est grâce à eux et à elles que vous pouvez voir cette présentation ce soir. Voilà, merci pour votre attention. Ça marche. Moi, j'ai une question parce que la viande était consommée, était chauffée, brûlée. Le feu existait déjà, puisque c'est à peu près 500 000 ans. Est-ce que ça peut faire une différence dans les résultats que vous retrouvez sur les isotopes, justement, que vous analysez, en fonction si la viande était crue ou la viande était cuite? Oui, ça, c'est un excellent point parce que ça a effectivement été regardé. Et donc ça va dépendre des systèmes isotopiques, mais pour l'azote, les études elles se contredisent un peu. Où des fois, il y a des expérimentations qui ont été réalisées que ça avait un impact, un petit impact, et d'autres études qui montraient que pas tellement. Donc aujourd'hui, c'est plus trop discuté dans la littérature. L'hypothèse, c'est que c'est pas vraiment l'origine des différences qu'on observe, parce que la majorité des études ont montré que c'était quand même plus la fermentation qui allait avoir un impact que cuisiner ces aliments. Mais oui, ça peut avoir un impact dans le changement des proportions de lourd et léger sur l'azote. D'autres éléments, comme le calcium ou le zinc sur les températures auxquelles on cuit les aliments, ne vont pas être impactés. Moi, j'avais une question en lien justement côté omnivore. Ouais. Parce que du coup, de ce que j'ai compris, il y a beaucoup de comparaisons carnivore-herbivore. Ouais. Vous avez présenté à la fin l'homme moderne omnivore. Est-ce qu'une des différences principales entre Néandertal et homme moderne,
c'était justement, ils étaient tous les deux carnivores, mais aussi le moderne mangeait des végétaux, etc. Où il n'y a pas de différence entre les deux. La question, c'est s'il y a une espèce carnivore et l'autre omnivore, en gros. En fait, donc déjà, pour la raison pour laquelle on compare avec carnivore et herbivore, c'est qu'il y a finalement, en Europe, du Pléistocène, peu d'espèces omnivores. On pourrait penser à l'ours, mais en fait, l'ours des cavernes, souvent, on trouve qu'il était herbivore. Il y a des traces d'omnivorie parfois, mais tout de même, on sait que quand on a des omnivores, ils sont un peu entre les deux, de façon assez logique. Et donc, c'était effectivement une hypothèse qui avait été formulée au début, que Sapiens était omnivore et que Néandertal était carnivore. Et dans les nouvelles techniques qu'on a pour quantifier, on arrive à peu près aux mêmes proportions de viande qui sont consommées, mais c'est encore à l'état de développement. Et je vous ai parlé, c'est vrai, d'un Homo sapiens omnivore, mais là, on était en forêt équatoriale. Donc, on sort de cet environnement froid. Quand on est dans un environnement froid et stepique, on a des proportions de viande qui sont comparables à ce qu'on a aujourd'hui sur des populations traditionnelles en Yakoutie. Donc, ça donne une idée, finalement, juste d'une adaptation à l'environnement. Ok, alors juste une autre question. Vous avez parlé des champignons. Ouais. Et donc, dans les champignons, il y a des isotopes particuliers qui peuvent se retrouver ou pas? Alors, c'est une bonne question. A priori, c'est de la matière organique, donc c'est essentiellement composé de carbone, d'azote, de soufre. Donc, au niveau des éléments chimiques, ça ne va pas être extraordinaire, mais ce qui pourrait être intéressant, à ma connaissance, n'a pas été fait, c'est de regarder un peu si au niveau des acides aminés, il y avait quelque chose d'intéressant et peut-être des choses à regarder là-dessus. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas d'études qui se sont penchées sur cette question, dans le cas en tout cas des alimentations paléolithiques. De manière générale, la différence pour l'instant entre ces deux espèces, au niveau de l'alimentation, il n'y a pas forcément de lien, à l'heure actuelle des connaissances, comme ils mangeaient tous et toutes de la viande majoritairement, s'il y a une différenciation dans l'adaptation, peut-être pas lié à l'alimentation Ouais, en fait, avec les isotopes, on peut répondre sur la proportion des aliments qui sont consommés. Donc, il est possible que les espèces en elles-mêmes qui étaient mangées n'étaient pas les mêmes. Après, les données archéozoologiques nous montrent que pour les herbivores, c'était à peu près les mêmes espèces dans des environnements similaires. Donc, il n'y a pas de grosse différence là-dessus. Il y a eu un débat, est-ce que les Néandertals étaient capables de manger du lapin, mais après, aujourd'hui, oui. Enfin, il n'y a plus de débat là-dessus. Et donc, en fait, ce que je vous présente aujourd'hui, c'est pour vous dire, au début, on pensait que c'était vraiment différent. Aujourd'hui, tout est confus. Donc, il va falloir peut-être encore 10 ans pour pouvoir affiner les données. Peut-être que ça ne viendra pas des isotopes non plus, ou peut-être que ça viendra de nouveaux systèmes isotopiques. C'est vraiment un champ de recherche qui est en plein essor, en plein boom, et on est en train d'essayer de comprendre un peu comment ça varie pour mieux affiner nos interprétations et de combiner un peu tous ces éléments. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'avais une question sur les acides aminés, en fait, sur le côté essentiel des acides aminés. Est-ce qu'on est sûr que les acides aminés essentiels pour l'Homo sapiens sont les mêmes que pour le Néandertal? Alors, je ne sais pas répondre à cette question, malheureusement. C'est pas du tout mon domaine de compétences. Mais a priori, de ce que j'en comprends, la réponse serait oui, mais je le mets entre parenthèses. Donc, je suis désolée, je ne peux pas répondre à cette question. C'est vrai que c'est un bon commentaire. Parce que du coup, ça dépendrait de l'alimentation, de qu'est-ce qu'ils recherchent. Oui, du coup, on pourrait avoir un qui serait métabolisé et impacté par le métabolisme. Peut-être pas les mêmes qu'il faudrait regarder pour les autres. C'est une très bonne... Et ma deuxième question, c'est justement ces acides aminés-là, on peut les retrouver dans des protéines d'origine végétale ou pas? Oui, on peut les retrouver dans des protéines d'origine végétale. Ils en viennent à l'origine. Mais du coup, on peut suivre leur passage en fond. Peu importe d'où ils viennent, dans tous les cas, ils ont été consommés. Ouais. Donc, qui viennent d'un animal. Ouais. Et on peut voir justement en combinant essentiel et non essentiel la proportion qui vient des plantes et la proportion qui vient d'organismes animaux. Très bien, merci beaucoup. Bonjour.
J'avais une question concernant les isotopes du calcium. Oui. Je ne sais pas à quel moment les hommes avec un grand H ont commencé à consommer des produits lactés. Oui. Est-ce que ça a pu changer la donne sur ces études-là? Ouais, c'est un très bon commentaire. En fait, pendant tout le paléolithique, on n'avait pas d'exploitation des animaux de façon... La domestication arrive après. Elle arrive à ce qu'on appelle le néolithique. Donc, c'est-à-dire, il y a 12 000 ans, en fait, on a un changement climatique avec ce qu'on appelle un réchauffement climatique, on va dire. Et donc, au début, on a encore des chasseurs-cueilleurs qui, petit à petit, développent l'agriculture puis l'élevage, ou pas toujours dans ce sens-là. Et donc, avec l'élevage, arrive la consommation de produits laitiers. Et on a cette consommation de produits laitiers, bon, ça va varier un petit peu en fonction des endroits du monde, mais c'est sur des périodes beaucoup plus récentes, de l'ordre de 5000 ans, et pas partout. Donc, a priori, bon, pas de consommation de produits laitiers à cette époque, en dehors de la lait, quoi. Moi, j'avais deux petites questions. La première, c'est tout bête, mais je ne parlais pas du tout des isotopes de l'oxygène, c'est parce que pour le coup, eux, ils vont fractionner directement pendant la minéralisation ou la fossilisation. Les isotopes de l'oxygène, en fait, c'est des marqueurs hyper intéressants, mais climatiques. Et donc, on les utilise beaucoup pour reconstituer les températures et les précipitations dans le passé. Et donc, ils ne marquent pas les mêmes choses, mais ils fractionnent aussi dans le corps. Et on arrive à le corriger pour, par exemple, reconstituer les températures. Mais ça ne va pas être l'alimentation qui va être le facteur principal de variation. Et donc, en fonction des éléments chimiques, à chaque fois qu'on étudie un nouvel élément chimique et sa composition isotopique, on regarde qu'est-ce qui le fait varier. Et donc là, sur les éléments que je vous ai présentés, c'est l'alimentation, c'est souvent le cas. Mais il y en a d'autres qui sont plus impactés par la géologie, par le climat ou par les maladies, par exemple. Et le silicium, par exemple? Alors, le silicium, c'est compliqué. Le silicium, c'est compliqué parce que quand on le mesure, s'il reste un tout petit peu de phosphate, ça brouille toutes les valeurs. Et donc aujourd'hui, l'os est fait de plein de phosphate. Et donc aujourd'hui, ça a été fait surtout sur les plantes. Et ça permet de dire des choses sur le métabolisme des plantes, je ne suis pas capable de le dire. Mais ça n'a pas encore été appliqué pour des alimentations humaines ou animales. Et la deuxième question que j'avais, c'est sur un de vos graphiques, il y avait marqué que l'homme actuel, Ouais. Il mangeait des plantes, mais du coup, il captait plutôt du C4 et du coup, il se retrouvait complètement... Ah, oui. Vous pouvez en dire un mot? Ouais, bien sûr. C'est une signature qui est complètement différente Ouais. C'est vrai que je l'ai pas précisé, mais vous avez l'œil. Donc, sur ce graphique. En fait, c'est ce graphique, je l'ai repris, c'est un graphique qui est très général dans les études isotopiques et qui vise à présenter comment ça marche en général. Et les plantes de type C4, c'est des plantes qu'on va trouver dans les climats tropicaux ou plus chauds que ce qu'on a en Europe du Pléistocène. Donc, à l'époque, elles n'existent pas. Mais c'est typiquement le maïs, le sorgho, le mil. Et donc, ça va avoir des valeurs très élevées. Et c'est ce qui permet, par exemple, de tracer l'apparition de l'agriculture en Amérique centrale. Puisqu'on passe de plantes plutôt en C3 au maïs qui devient prédominant. C'est aussi intéressant quand on travaille en dehors de l'Europe, parce que le carbone, on peut le faire dans les mailles dentaires. Et donc, en Afrique, par exemple, la plupart des herbes ont des valeurs élevées, sont C4, et les arbres C3. Et ça permet de voir si un australopithèque vivait en milieu forestier ou de savane. Donc ça, c'est des applications possibles. Et ça, c'est pas quelque chose qui a pu changer justement entre Néandertal et... Non, on sait qu'il n'y a que des plantes en C3 à l'époque. On a tous les animaux aussi pour le voir. Comment? Il n'y a pas de choses intermédiaires. Oui, c'est vrai qu'il y a des animaux en plus. Ouais, non, il n'y a aucune trace de plantes en C4. Je crois que les plantes en C4, si je ne dis pas de bêtises, elles sont arrivées avec le millet qui vient d'Asie à l'origine, de Chine. Et donc, c'est l'âge du bronze. Donc, c'est beaucoup plus tard. Donc, ça a été importé. Je voulais savoir si on pouvait connaître la pigmentation des cheveux des néandertaliens, parce que dans l'illustration que vous avez, la majorité, ils étaient roux. Ouais. Je me demande si c'est un biais de l'IA ou... Non, c'est pas un biais de l'IA, c'est moi qui ai forcé l'IA. La raison pour la... Oui, on peut connaître. En fait, je ne sais pas si certains d'entre vous ou certaines d'entre vous ont déjà fait des tests 23andMe ou des tests génétiques. C'est interdit de le faire aujourd'hui, hein, mais peut-être vous l'avez fait dans le passé.
Et du coup, en fait, il peut vous prédire, vous le savez déjà, hein, mais votre couleur de cheveux. Parce que pour la couleur de nos cheveux, hein, souvent, vous avez la même couleur que vos parents, ou plus ou moins. Et donc, quand on fait du paléo-ADN, on peut regarder ça également. Et il y a une équipe italienne qui l'a fait et qui a vu que l'individu qu'ils avaient analysé avait les cheveux roux. Donc, j'avais cette information, j'en avais pas d'autres. Donc, j'ai dit à l'IA, mets-moi des cheveux roux. Il n'a pas voulu, donc je lui ai pris une image d'un néandertal avec des cheveux roux, et je lui ai dit, fais-moi le même, à peu près. Et donc, on peut connaître aussi la couleur de la peau. Donc, c'est pour ça que les images que je vous ai présentées, j'ai essayé de les rendre fidèles aux connaissances qu'on a actuellement. Oui. J'avais une question. Donc, le biais qu'on observe ici entre Sapiens et Néandertal, c'est uniquement du fait que les isotopes qui ont été travaillés sont plus récents pour Sapiens. Ouais. D'un point de vue climatique, on ne se retrouve pas avec les mêmes isotopes. Oui, et d'ailleurs, sur des périodes après qui sont plus chaudes, on a encore les valeurs qui changent et qui vont retomber finalement sur des valeurs qu'on a avec Néandertal. Et est-ce qu'on a des données de Sapiens aux alentours de 50 000 ans qui sont... Ouais, en fait, en Europe, dans ce contexte-là, c'est l'article qui vient de sortir en mois de janvier dans Nature. Eh bien, on a des 45 000 ans pour de l'humain. Et donc là, on retombe sur les mêmes valeurs que Néandertal. Et on est dans un environnement de steppe froide. Ce qu'on a pu montrer d'ailleurs avec les isotopes du zinc et de l'oxygène, qu'on parlait tout à l'heure. Et donc, quand il fait froid, finalement, on retombe sur les mêmes valeurs. Tout ça, c'est finalement, maintenant qu'on le voit, un peu logique, mais il a fallu tout ça pour s'en rendre compte. Et est-ce que d'un point de vue, du coup, aux alentours de la disparition de Néandertal, vers 40 000 ans, c'est ça, 35-40 ans, on voit un changement dans la faune où peut-être que justement le mammouth commence aussi à disparaître et que Sapiens se tourne vers d'autres espèces et que Néandertal n'en est pas capable. Alors ça, c'est vraiment le cœur du débat, donc c'est vraiment très intéressant. Il y a des changements en fait qui se font à ce moment-là, et notamment juste après 45 000 ans, on a un réchauffement climatique. Et c'est là où, au début, on pensait que Sapiens arrivait. Aujourd'hui, il y a cet article qui montre que non, ils arrivent quand il faisait froid. Et donc, à chaque fois, il y a une étude qui contredit une autre. Donc, à ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a aucun consensus. Quand Néandertal est arrivé en Europe, c'était aux alentours de moins de 100 000. Il est apparu en Europe. Alors, là, moi, à l'origine, je suis géochimiste, donc je vais peut-être vous dire des bêtises. Mais il y a Homo heidelbergensis qui est là et qui apparemment... on a des pré-néandertaliens qu'on trouve il y a vers 600 000 ans en Europe déjà. Et donc, l'espèce apparaît en Europe. D'accord. Et ils mangeaient déjà du mammouth à l'époque? On a des données aussi c'est la question à laquelle j'espère répondre un jour. Mais en fait, on a cette limitation du collagène. On n'a pas de données isotopiques pour ces périodes-là. Et donc, on a deux espoirs. On a ces isotopes que je vous ai présentés qui sont très lyonnais, les isotopes du calcium, les isotopes du zinc. Mais on a aussi aujourd'hui une nouvelle technique qui permet de capturer l'azote qui était dans l'émail dentaire. En fait, l'os est constitué de 30% de protéines, c'est pour ça qu'on faisait de l'os jusqu'à présent. Mais l'émail dentaire, on a 4% quand il est frais de protéines. Et donc aujourd'hui, il y a des chercheurs qui sont en train de développer l'analyse dans cet émail dentaire qui réserve l'azote sur des périodes beaucoup plus longues. Donc on va pouvoir répondre à ces questions dans l'avenir, mais pour l'instant, on n'a aucune donnée. Est-ce que vous faites usage de machine learning et de méthodes d'intelligence artificielle dans vos travaux de recherche? Alors, moi, non. Mais par exemple, j'ai des collègues qui le font pour étudier la mobilité. On a certains isotopes qui permettent de dire quelle est la géologie d'où viennent les aliments des individus. Donc, un peu la mobilité. On peut tracer la mobilité géographique de ces populations qui étaient probablement pas sédentaires. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très, très utilisé. Mais pour l'instant, on arrivait juste à dire est-ce que l'individu est local ou pas local. Et aujourd'hui, grâce aux techniques de machine learning, on a des analyses qui ont été faites un peu sur différentes roches de différents âges, et on peut produire des cartes de composition isotopique du sol grâce à ces techniques-là. On peut peut-être expliquer plus précisément la question du monsieur, comment ça fonctionne?
Alors, bon, là, c'est mes collègues, hein, donc encore une fois, je ne suis pas compétente. Peut-être vous allez pouvoir me corriger ou mieux l'expliquer. Mais en fait, on donne beaucoup de données à un programme informatique. Et à partir de ça, il va pouvoir construire des tendances et prédire un peu quelles vont être les valeurs sur des patterns similaires. Et donc, c'est le truc de lui-même qui va s'implémenter et prédire quelles vont être les compositions isotopiques en fonction des différentes roches, différents. C'est pas on lui dit tel facteur c'est associé à ça, c'est plutôt on lui dit voilà, on a toutes ces données isotopiques associées à tous ces paramètres et le modèle va de lui-même prédire ensuite comment ça fonctionne. Une dernière, comment on passe de géochimiste à s'intéresser à l'archéologie? Oui, alors c'est une bonne question. Moi, à l'origine, je voulais faire de la paléontologie. Et en fait, au niveau des méthodes, au cours de mes études, je me suis rendu compte que j'aimais mieux la géochimie. Ça m'intéressait davantage. Et quand je l'ai découvert, c'était déjà appliqué à l'étude du climat, par exemple, qu'on faisait à partir des animaux. Et donc, je me suis un peu lancée là-dedans et sur le développement de nouvelles méthodes. Et c'est comme ça que je suis arrivée à des questions plus en lien avec l'archéologie, qui m'intéressait beaucoup. Et c'est surtout mon postdoc dans un département d'évolution humaine en Allemagne qui portait sur les différences entre Néandertal et Homo sapiens qui ont expliqué un peu cette bifurcation sur le long terme. Voilà. Mais c'est un changement de culture. Ça doit pas être évident de repartir un peu de zéro sur ça. Je dois beaucoup remercier mes collègues qui ont pris le temps de m'expliquer beaucoup de choses puisque je n'avais pas tout le background et pas toutes les connaissances sur ces théories-là. Et ouais, c'est chouette de pouvoir communiquer entre différents domaines. Eh bien, merci Claria pour la conférence. Et puis, on vous dit à très bientôt, au mois prochain, pour la prochaine, où on reviendra sur la thématique de l'astronomie. Merci. Merci beaucoup.